Bon bah c'est cool, on va, comme je vous dis, hein, on va démarrer, ça va être un live improvisé, hein. J'ai rien prévu, j'ai rien calculé, c'est un sujet que je maîtrise plus ou moins, je suis pas non plus experte, mais disons que il me passionne tellement que j'en ai bouffé en long, en large et en travers. Donc le sujet du jour, on va parler des blessures émotionnelles. Je sais pas si vous connaissez cette notion, c'est une notion dont avec laquelle vous êtes familière ou pas du tout? Vous avez déjà entendu parler de ça ou pas? Ou ça vous dit rien, ou vous voyez un peu ce que c'est, mais sans plus, quoi. Bon, sachant que des fois, j'en parle aussi en story sur Insta. Yes. Ouais, les traumas qu'on balance dans le nez de nos de nos persos. Mais vous allez voir, ça risque de vous parler quand même aussi, vous, personnellement, parce que moi, c'est un truc de base que j'ai découvert quand j'étais à fond dans le milieu du dev perso et tout ça, hein, et ça me poursuit encore aujourd'hui, quoi. J'en ai entendu parler en thérapie. Mais c'est super intéressant. Alors, par quoi on commence? Blessure émotionnelle. Blessure émotionnelle, à la base, c'est un concept qui a été... je vais vous le montrer si je retrouve le livre. Moi, je l'ai connu à travers un livre qui est méga connu dans le milieu du dev perso, voire même un peu spiritualité. On va en parler, hein, je vais vous mettre un peu un bémol là-dessus. Enfin, un bémol. Je vous mettrai un petit... Je vous expliquerai un peu d'où c'est venu, mais après, je vais développer le sujet. Tac. Bon, il y a plein de sujets, de livres à ce sujet, hein. Mais le livre phare, la référence dans le domaine... Tac. Le livre en question, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. C'est un livre du coup qui traîne beaucoup dans le milieu du dev perso et même de la spiritualité, parce qu'il faut savoir qu'au début, alors n'ayez pas peur, hein. Moi je sais que j'ai peur parce que après j'ai eu une période aussi où j'ai pas mal basculé dans tout ce qui est un peu spiritualité et tout ça, même si je m'en suis un peu éloignée. Mais à l'époque où j'ai découvert moi ce livre-là, j'étais un peu fermée et réfractaire à ça, donc c'est vrai que si vous êtes réfractaire à ça, à ce milieu-là, et que vous lisez le livre, au début, vous allez avoir une introduction qui explique que ils reprennent le principe de la réincarnation, qu'on est une âme incarnée dans un corps et qu'on vient expérimenter des choses sur Terre et qu'on vient aussi soigner, guérir des blessures. Et que on se traîne et que très souvent, en fait, on vient pour expérimenter et guérir une blessure émotionnelle. Donc il y en a 5. Je vais vous en parler après plus en détail, et que voilà, on est là aussi pour cheminer de vie en vie, et voilà. Et au début, quand tu lis ça, si t'es un peu réfractaire à ça, tu dis j'ai pas signé pour ça, c'est pas ça que je veux en fait, c'est pas ce que je recherche en fait. Et après, derrière, elle va expliquer voilà, chaque blessure, les comportements, les masques que l'on porte. Je sais plus si dans ce livre-là, elle donne déjà des pistes pour en guérir. Je suis pas sûre qu'on guérisse vraiment de nos blessures émotionnelles, mais on peut cheminer. Mais voilà, en tout cas, voilà, elle explique les 5 blessures émotionnelles, comment ça fonctionne, etc. Les 5 blessures est plutôt cool et bien expliqué. Ouais, franchement, moi, c'est la base, en fait, si vous voulez vous intéresser un peu à ce sujet-là. Si vraiment vous êtes un peu fermé au côté spiritualité, passer un peu le côté passer au-dessus. Moi, c'est vrai qu'au début, j'étais là, ça m'intéresse pas. Puis j'ai poussé, et puis après, le reste du contenu, du sujet m'a intéressé, quoi. Il m'a beaucoup plu. Et après, voilà, il y a plein d'autres livres qui en parlent. Il y a des chaînes YouTube aussi qui en parlent. Moi, c'est vrai que j'avais bouffé pas mal de contenu par rapport à ça. Parce que vraiment, ça m'a méga intéressée, autant pour me comprendre moi que pour comprendre les autres. Le piège, c'est de vouloir des fois après emmagasiner beaucoup de connaissances par rapport à ça pour aller analyser les autres, mais alors que le but, c'est déjà d'abord de se regarder soi-même, tu vois, et de se comprendre soi-même pour savoir comment on fonctionne, déjà pour se comprendre, et pour ensuite aussi le communiquer aux autres, et essayer d'avancer par rapport à ça, quoi. Et c'est ce qu'on peut aussi attribuer à nos personnages. N'empêche le physique qui correspond à la blessure. Ouais, alors oui, ça c'est un point dans le livre aussi. Il y a un côté un peu morphopsychologie, c'est-à-dire que selon la blessure qu'on porte, on va avoir une certaine morphologie. J'en parlerai un petit peu quand j'expliquerai chaque blessure émotionnelle. Mais c'est méga intéressant, et en même, enfin, c'est intéressant le pourquoi en fait on peut développer telle morphologie. Après, des fois j'ai un peu peur que ça enferme dans des cases, tu vois, et que ça enferme dans des cases un peu jugeantes. Je sais que moi au début, quand j'ai découvert le livre, je m'amusais avec une copine à regarder les gens à la piscine et dire bah tiens, lui il a le physique d'une blessure de trahison, lui le physique d'une blessure d'abandon, enfin voilà. Et je trouve que
tu vois, basculer un peu là-dedans, ça peut être un peu jugeant. Donc tu vois, il y a quelques limites à ça. Je pense que tout n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. C'est pas non plus une théorie expliquée scientifiquement, même si des fois... Bref, j'étais en train de parler du coup de morphologie. 14 personnes? On est 14 sur le live? Non, il y a un bug là. Vous êtes combien? Faites-nous coucou, hein, si vous êtes aussi nombreux. Je suis choquée, normalement on n'est pas aussi nombreux sur le live. Bon, bienvenue, hein, vous n'êtes pas obligés de vous manifester. Je vais juste rebouger le... On a eu un petit bug. Tac. J'ai eu peur du chiffre, je me suis dit vu que ça a sauté, si ça se trouve, le chiffre est pas bon. Bref, bienvenue. Ouais, j'étais en train de parler... j'étais en train d'attaquer le sujet des blessures émotionnelles. C'est marqué 17. Ouais, mais bon, le chiffre bouge. On est déjà plus de 10. La dernière fois que j'ai eu autant de monde, on était 20-30, c'était pour la masterclass sur la visibilité Instagram. Mais là, j'avais fait aussi de la publicité. Là, c'est juste... Je pense que c'est l'horaire aussi qui fait qu'on est plus nombreux. Bref. Oui, donc les blessures émotionnelles. Alors, on a 5 blessures... Il y a 5 blessures émotionnelles qui sont listées. On a... D'ailleurs, je serais curieuse dans le chat, je vais vous les lister et n'hésitez pas à me dire là spontanément si vous vous sentez concerné par une de ces blessures, instinctivement, parce que ça peut être intéressant aussi à voir. Donc, il y a la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'injustice et la blessure d'humiliation. Voilà. Je vous laisse un petit peu réagir pour voir dans le chat. Est-ce qu'il y a déjà une de ces 5 blessures qui vous parle ou pas ? Parce que c'est intéressant et des fois en fait on pense avoir telle blessure et des fois en fait c'est pas le cas du tout. Parce que toutes. Je vais expliquer pourquoi après derrière, c'est normal aussi. Je vous laisse réagir vite fait et après je vous explique. En vrai on en a plusieurs. En fait, si vous voulez, je pense que je les coche toutes ou presque, abandon, c'est sûr. En fait, de moi, ce que j'ai retenu des blessures émotionnelles, Magali, tu me diras, toi, ce que t'as retenu, parce que, bon, après, voilà, il y a aussi des courants et les discours sont pas toujours les mêmes. Moi, de ce que j'avais retenu des blessures émotionnelles, c'est que souvent, on est un peu la somme de ces 5 blessures. Apparemment, humiliation, on n'est pas tous concernés par la blessure d'humiliation, donc on est la somme de ces 4 à 5 blessures, voilà. Et souvent, on va en avoir une qui est dominante, voire une deuxième. Voilà, ça dépend des gens, ça dépend comment on se construit. Et c'est des blessures, en fait, qui vont se construire dans l'enfance. Selon les blessures, ça va se construire globalement entre 0 et 6 ans, je crois. Oui, c'est ce que j'avais retenu, et certaines plus que d'autres, ouais. Alors, en ayant fait mon coming out jeune, oui, j'en ai reçu plusieurs à la fois dans le nez. Ouais. Mais oui, en fait, ça se construit dans l'enfance et chaque blessure se construit par rapport... Il y a des blessures qui se construisent par rapport aux parents du même sexe et d'autres par rapport aux parents du sexe opposé. Trahison, par exemple, c'est par rapport aux parents du sexe opposé. Injustice, je crois que c'est par rapport aux parents du même sexe. Abandon, de mémoire, c'est peut-être parents du sexe opposé. Voilà, un deux têtes. Non mais en plus la période du primaire est impitoyable, sans parler des parents. Ouais non mais de toute façon on prend cher dans l'enfance, hein. C'est aussi pour ça qu'on aura beau être le meilleur parent du monde, on aura toujours des enfants qui grandissent avec certains traumas et certaines... on aura beau faire de notre mieux, voilà. Moi c'est aussi pour ça que je veux pas d'enfant, je suis trop fragile pour ça, je suis trop sensible. J'aurais un côté trop mère poule et voir mon enfant souffrir ce serait... Bon, il y a d'autres raisons qui font que je veux pas d'enfant, mais rien que ça, mon petit cœur de maman, il supporterait pas. Mais ouais, en fait, on est... Attends, je vais voir si je peux vous trouver une page intéressante. Les parents ont leur boulet qui soignent pas vraiment et ils les refilent à leurs gosses, souvent involontairement. Oui, mais de toute façon... on a toujours des choses qu'on refile consciemment ou non à nos enfants. Il y a des choses qu'on reproduit de nos propres parents. Il y a des choses aussi, on va se construire des fois en opposition aussi à nos parents. Et
c'est humain, hein, c'est comme ça. C'est bien des fois aussi d'en avoir conscience et de s'en rendre compte, mais c'est pas toujours évident. Et voilà. Hein. Et puis honnêtement, voilà, moi je me suis lancée à la base de mes études, c'était voilà dans la petite enfance, dans le social. Et très souvent, on dit que quand on se lance dans ces branches-là, on vient aussi réparer certaines choses hein, de notre histoire familiale. Et ça se voit. Hein, j'ai des amis encore dans ces milieux-là. On vient réparer des choses aussi. Hein. Enfin, on vient déjà réparer des choses pour nous, mais en plus de ça, on prend vachement conscience de ce qui se joue aussi dans nos familles, dans nos relations, et etc. Quoi. Et ouais, je pense que ce site a l'air pas trop mal. On verra si je suis d'accord avec tout ce qui se dit. Mais voilà, le livre de base va nous dire qu'on vient guérir des blessures en s'incarnant dans un corps, voilà, vie après vie, etc. Mais de façon générale, si vous avez un peu le concept de ces 5 blessures, c'est intéressant de les avoir en tête parce qu'après, vous allez aussi vous observer au quotidien. Là, on parle de la théorie, et après on parlera aussi de comment l'appliquer à nos personnages. Hein. Le but, c'est ça. Bon, là, je vous fais un petit cours un peu de psycho. Mais, mais en fait, c'est... après, derrière, on peut aussi l'appliquer à nos personnages, et c'est intéressant en termes de développement et de psychologie et de caractérisation. Quoi. Et donc, il y a 5 blessures émotionnelles. Laquelle vous intéresserait le plus, tiens? On commence par laquelle? On va faire le tour des 5 blessures. Est-ce qu'il y en a une qui vous parle plus que d'autres? Justement, je cherchais ce livre hier soir quand je bossais sur mon perso, quel timing. Ouais, moi, quand j'ai rebossé mon personnage principal, parce que moi, mon personnage principal a la blessure de rejet, j'ai refait des recherches pour un peu approfondir ça, même si, bon, la blessure de rejet, je la connais bien. Je suis tombée sur des sites même de psycho, et j'ai retrouvé même des noms que j'ai connus, moi, en formation, genre Bowlby, Winnicott, pour ceux à qui ça parle. Je suis tombée sur vraiment des trucs un peu pointus en termes de développement de l'enfant. C'était intéressant. L'abandon. Oh, dis donc, l'abandon vous parle? Trahison, humiliation concerneront mon prochain roman. C'est cool des fois. Moi, à la base, je voulais faire un roman où chaque personne porte chacune des blessures et je voulais partir là-dessus. Et au final, j'ai mis ça de côté et je me suis rendu compte, là, en rebossant mes personnages, que chacun de mes personnages ont quand même une blessure bien ancrée. Et c'est intéressant, du coup, d'en avoir conscience pour ensuite rester cohérent dans le personnage parce qu'on va voir qu'en fait, chaque blessure porte un masque pour éviter de souffrir de cette blessure-là et adopte, du coup, des comportements pour se préserver de cette blessure. Donc l'abandon l'emporte. Donc on va parler de la blessure d'abandon. C'est peut-être une blessure que je maîtrise pas trop parce que moi je me sens pas trop concernée par celle-là. La blessure d'abandon, qu'est-ce que j'ai là sur le site? Qu'est-ce qu'il me dit? Cette blessure se développe dans la petite enfance entre 0 et 3 ans, quand l'un des parents est distant et peu présent, absent ou manque d'autorité. Cela survient également en cas de décès d'une figure paternelle ou maternelle, voilà. Et le masque qu'il porte, c'est le masque du dépendant. Quand on parle de dépendant affectif, très souvent c'est parce que on a la blessure d'abandon. Et là, quand je parle de blessure, c'est vraiment, je vais en parler quand on la porte en blessure majoritaire. Hein. Voilà. Mon perso, c'est plus l'abandon. J'en ai un aussi, pour ceux qui savent, du coup je suis sur une sorte de réécriture sur l'univers de Peter Pan, donc je reprends aussi les personnages de l'œuvre originale, donc il y a forcément Peter, qui est adulte, hein, parce que voilà, sinon c'est pas drôle, sinon il en chie pas assez. Et Peter, pour moi, a la blessure d'abandon, couplée avec une bonne blessure de trahison quand même. Mon personnage masculin, qu'est-ce que tu m'as dit, Emma? À cette blessure-là. Laquelle? Abandon? Oui, alors, blessure d'abandon. La blessure d'abandon, globalement, ce sont des personnes... Alors, ce qui est intéressant dans les blessures émotionnelles, c'est que des fois, c'est concrètement parce qu'on a vécu de l'abandon, et vous allez voir que c'est pareil hein, pour chaque blessure. On souffre d'abandon parce qu'on a vécu un abandon de la part de nos parents, mais c'est aussi des fois la façon dont on vit les choses, c'est-à-dire que concrètement, votre parent va peut-être pas vous abandonner, mais dans son comportement, vous allez ressentir, vous, un sentiment d'abandon. Je sais pas si je suis claire. Voilà, par exemple, je sais pas, moi j'aurais pu avoir la blessure d'abandon, j'ai eu un papa militaire, il partait très souvent en mission pendant 2-3 mois, j'aurais pu développer une blessure d'abandon par rapport à ça.
Alors que techniquement, voilà, mon père ne m'abandonnait pas, c'est juste que, voilà, de par son métier, il partait des fois pendant plusieurs mois. Je pense que j'aurais pu la développer, cette blessure, parce que je sais que ça m'a quand même marqué, et à l'époque, je vivais dans l'angoisse qu'ils repartent quand ils revenaient à la maison. J'en ai des souvenirs, hein, pourtant ça remonte vraiment, j'étais toute petite. Hein. Donc des fois, en fait, c'est vraiment limpide. C'est limpide, oui, par rapport à ce que j'expliquais. Ouais, ok, tant mieux. N'hésitez pas à me poser des questions si je suis pas claire, hein, parce que vu que j'ai rien préparé, ça peut un peu partir dans tous les sens. Hein. Et donc oui, la blessure d'abandon, on va la vivre du coup avec... Ils disent là avec le parent ou pas? Bon là, il n'y a pas l'air d'avoir... si je regarde celui-là... Non. Donc oui, la blessure d'abandon va porter le masque du dépendant parce que par peur d'être abandonné, il va aller rechercher l'attention et l'amour des autres. Il va être vraiment très demandeur de l'attention et c'est des gens du coup qui vont un peu s'accrocher aux gens. Moi, je rigole beaucoup de ça, et c'est là que c'est intéressant aussi de connaître un peu ces blessures émotionnelles, parce qu'on peut aussi en rire et comprendre, en fait, pourquoi des fois il y a des personnes qui nous agacent. Moi, je suis plus sur la blessure de trahison, par exemple, qui sont à l'opposé, que c'est des gens plutôt hyper indépendants, et je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Et donc, quand on se retrouve face à une blessure d'abandon qui porte le masque du dépendant, qui a besoin de la présence des gens, il a besoin qu'on lui montre qu'on l'aime, qu'on est là pour lui, il a besoin aussi d'attention. Vraiment, pour moi, ce qui caractérise vraiment la blessure d'abandon, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin d'attention. Typiquement, ça peut être des personnes... moi, je dis très souvent que les gens qui sont dans les milieux un peu théâtre, ciné, musique, qui s'exposent un peu à la scène, c'est des gens qui ont besoin de cette attention-là, de cette reconnaissance, de cet amour. Et du coup, pour moi, les gens qui sont dans ces milieux-là sont très souvent... je dis pas... Je fais une généralité, hein, ok ? Mais ces gens-là, souvent, ont une bonne blessure d'abandon, je pense. Alors, perso, c'est sûrement trahison pour moi. Je suis super indépendante. Ouais, on en parlera après de la blessure de trahison. Mais voilà, les blessures d'abandon, c'est carrément l'inverse. Hein. C'est des gens qui sont dépendants des gens, mais qui sont dépendants aussi, voilà, comme je disais, de vraiment de l'attention des gens. C'est des gens, ça peut être typiquement des petits rigolos, voilà, qui amusent un peu la galerie parce que, bah, forcément, les gens rigolent, ça le rassure. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit sur le site? Moi, c'est ce que je retiens principalement de la blessure d'abandon. Recherche continuellement l'attention des autres, demande sans... Ah oui, c'est des gens qui sont pas très... je caricature, hein, c'est des gens pas très autonomes, mais qui vont demander de l'aide. C'est des gens qui peuvent se plaindre aussi facilement. Parce que bah, du coup ça attire l'attention et voilà. Donc demande sans cesse de l'aide et manque d'autonomie, craint fortement la solitude forcément, peut devenir hystérique, jaloux, colérique. Ouais, why not, pourquoi pas. A peur de l'avenir et de devoir y faire face seul. Voilà, c'est des gens qui ont besoin en tout cas de s'entourer, qui peuvent être assez inquiets. N'accepte pas le refus ou qu'on lui dise non. Et use de divers stratagèmes pour retarder au maximum la séparation et les au revoir. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui a du mal du coup avec la séparation, avec des personnes qui les quittent. Il y a d'ailleurs, je sais pas si vous regardez, je suis un peu friande, c'est un peu un guilty pleasure. J'aime beaucoup l'émission Love is Blind, la télé-réalité qu'il y a sur Netflix. Et c'est intéressant de voir justement, parce que là on parle du coup de personnes qui se rencontrent à l'aveugle, qui dans le but de se marier. Donc en fait on voit des gens qui se connaissent à peine et qui apprennent à vivre ensemble dans le but de se marier. Donc c'est intéressant de voir aussi les gens, bon après c'est des personnes aussi qui, ils sont pas tous forcément très honnête, mais il y a des gens justement là dans la dernière qu'il y a eu en France, il y avait une personne qui a été jusqu'au bout de l'aventure, qui s'est mariée avec la personne et au bout de quelques semaines, le gars avec qui elle s'est installée lui a demandé de partir de partir de chez lui, parce qu'elle s'était installée chez lui et parce qu'il avait besoin un peu d'air. Donc je pense que clairement cette personne avait une bonne blessure d'abandon. Et justement, elle le disait dans le... ils font une réunion 1 an après pour parler un peu et faire le bilan. Et elle disait mais je me suis sentie complètement abandonnée, quoi. Et le mec, je pense, avait juste besoin d'air. Et elle l'a vécu comme de l'abandon. Donc c'est intéressant aussi après pour voir un peu le comportement des gens.
Pareil, j'ai tendance à être méga indépendante, à vouloir tout faire toute seule. Oui, bienvenue, voilà, bienvenue dans la blessure de trahison. On va se régaler quand on va en parler, t'inquiète. Forcément, là, je parle de l'abandon, je la maîtrise un peu moins, donc j'essaye de pas être non plus dans les clichés. Mais forcément, les blessures, quand après tu travailles beaucoup là-dessus, forcément, les blessures qui te parlent le plus, tu les maîtrises un peu mieux. Donc, blessure de trahison, blessure de rejet, moi, je vais pouvoir vous en parler en long, en large et en travers. Pour connaître quelqu'un qui a une blessure d'abandon, ça correspond plutôt bien. Je me rends compte que j'ai guéri cette blessure. Et oui, et en fait, ce qui est intéressant aussi dans les blessures émotionnelles, c'est que des fois, selon les périodes de notre vie, on va pas forcément travailler les mêmes blessures. Moi, je sais que pendant longtemps, c'était la blessure de trahison qui était là à fond et qui est toujours là. Mais là, ces dernières années, je pense que c'est plus la blessure de rejet qui prend le dessus. Je pense que des fois, quand on a un peu cheminé et travaillé sur soi, bah en fait, c'est jamais fini, hein, sinon c'est pas drôle. Hein, faut pas qu'on soit trop tranquille dans la vie. Donc derrière, on se mange une autre blessure qui prend le relais, quoi. Hein, c'est histoire que ça soit sympa, qu'on soit toujours en thérapie. Tac. Donc ça, c'est pour la blessure d'abandon. Je regarde si j'ai d'autres choses à dire. Vous avez des questions par rapport à la blessure d'abandon? Et du coup, voilà, si vous avez un personnage à qui vous voulez attribuer la blessure d'abandon, c'est intéressant d'avoir ça en tête pour savoir après comment il se comporte aussi avec les autres. Par exemple, une blessure d'abandon, c'est pas quelqu'un qui va être hyper indépendant, qui va prendre des décisions. C'est quelqu'un qui va chercher l'attention des autres. Donc c'est intéressant aussi de l'avoir en tête pour voir comment il se comporte dans un groupe ou dans ses relations amoureuses ou amicales ou autres. Vous voyez. Je réfléchis moi par rapport parce que moi vous voyez j'ai le personnage de Peter forcément qui a ça. Lui c'est vraiment abandon trahi. Ce qui est bizarre parce que en fait pour moi la blessure originelle de Peter c'est quand même l'abandon parce que il a été abandonné bébé, il a fui au pays imaginaire et il refuse de grandir. Donc sa blessure originelle c'est ça, mais après voilà ce qui a pris le dessus pour moi c'est la blessure de trahison parce que contrôlant, je veux être un peu le chef de troupe et justement par peur d'être abandonné je deviens contrôlant, c'est le masque de la blessure de trahison. Je contrôle un petit peu les gens qui gravitent autour de moi par peur d'être abandonné parce que je veux pas me retrouver tout seul. Et ce qui fait vriller Peter aussi, c'est que les gens l'abandonnent, les gens lui tournent le dos. Enfin, en tout cas dans mon roman, hein, la façon dont je l'ai travaillé, c'est surtout ça qui le caractérise, quoi. Et du coup, dès qu'une personne l'abandonne, il le vit comme de l'abandon, mais il se sent trahi aussi dans son autorité. Voilà. Tac, tu pourras nous partager le lien ou les liens des sites sur Discord. Ouais, là j'ai pris le premier qui vient, mais j'essaierai de vous en trouver un qui peut être intéressant. Ça pourrait correspondre en partie à Alina. Alina, de ce que je me souviens d'elle, qui prend soin des autres, je dirais peut-être plus humiliation. Humiliation, injustice. Ah, je sais pas. Après, c'est toi qui connais mieux ton personnage que moi. Mais du coup, ça peut être intéressant des fois de revoir ces personnages par ce biais-là pour des fois l'approfondir et voir si c'est cohérent en fait tout au long du roman en termes de comportement et de réaction, quoi. Du coup, Trevor, peut-être pas abandon, plutôt plus trahison au rejet. On va voir. Et comme ça, en même temps, vous me direz, vous, déjà par rapport à vous, mais même par rapport à vos personnages, s'il y a des blessures qui correspondent mieux ou pas. Parce que des fois, on s'en mêle un peu. Vous allez voir que, par exemple, abandon et rejet, des fois, on mélange un peu, on confond un peu les deux, alors que ça n'a rien à voir. C'est vraiment différent. Vous allez voir, en termes de comportement, c'est complètement différent. Ça me fait réfléchir pour mon perso, car il a été abandonné bébé, mais il est plutôt dans le manque de confiance et se sent pas... Ah, à mon avis, ton personnage a plus la blessure de rejet. Pas à l'aise dans les prises de décision, mais pas tant dans la recherche. Ouais, je pense que ton personnage... Parce que, vous voyez, c'est ça en fait que je dis, c'est pas tant des fois ce qui se passe dans notre vie qui va définir notre blessure, c'est plutôt nous, comment on va le vivre et l'interpréter. Un personnage qui a été abandonné, on va se dire, bah forcément, il a la blessure d'abandon, mais peut-être qu'il va le vivre comme du rejet. Et c'est différent. C'est différent. Rejeter, c'est-à-dire que tu n'es pas désiré. Abandonné, c'est juste qu'on t'a abandonné, qu'on t'a laissé, quoi. Qu'on t'aime pas. Je sais pas si vous voyez la nuance entre les deux.
Elle a vécu la mort de sa mère comme un abandon aussi. Ah oui. Oui, c'est vrai. Ah oui, je me disais bien, donc le rejet... Oui. Dans ce que tu me parles, en tout cas, Magali, ton personnage, je ressens... Pour moi, c'est plus du rejet. Et de toute façon, je vais vous en parler, parce que moi aussi, hein, ma protagoniste, je l'ai construite à travers ça, en tout cas. Des fois, c'est inconscient, on va construire nos personnages, et inconsciemment, on va leur faire développer une blessure. Mais moi, clairement, c'était volontaire de la construire à travers... C'était un thème que je voulais travailler à travers mon roman. Donc ça, c'est pour la blessure d'abandon. Blessure d'abandon. Eh ben, on peut partir sur la blessure de trahison. Il y en a qui me parlaient trahison. Justement, en opposition un peu à la blessure d'abandon, ça peut être intéressant de voir la blessure de trahison. Alors, je vais vous prendre ce qu'il me dit, moi, sur le site. Le petit enfant, entre 2 et 4 ans, s'est senti manipulé ou trahi par ses figures... Ah, c'est drôle. Ah, j'avais pas vu les choses comme ça. C'est drôle que j'ai la blessure de trahison, dis donc. Et trahi par ses figures... Alors, manipulé et trahi par ses figures parentales apparaît également lorsqu'il y a de la maltraitance ou de la violence d'un parent envers l'autre. Ah, bah... Bon, je vous en dis pas plus sur ma vie perso, mais... Il y a des infos que j'avais pas sur la blessure de trahison. Voilà. Donc ça, c'est un peu le pitch de base sur la blessure de trahison. Et du coup, celui qui a la blessure de trahison va porter, pour éviter de être trahi ou se sentir trahi, c'est quelqu'un qui va développer le masque du contrôlant. Le masque du contrôlant, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un déjà qui va avoir besoin de contrôler. Donc déjà, c'est quelqu'un d'hyper indépendant. Il veut pas dépendre des autres, justement, par peur d'être trahi ou manipulé. C'est quelqu'un qui va prendre les décisions par lui-même, qui est un peu autoritaire des fois, sachant que on est tous hein, concernés par les blessures, et il peut y avoir le penchant positif comme le penchant négatif hein, d'une blessure. Donc ne voyez pas le mal partout. Hein. Par exemple, on dit que quelqu'un qui a la blessure de trahison peut être aussi manipulateur. Par peur d'être manipulé, il peut être aussi manipulateur. Parce que pour le coup, il n'est pas du tout dépendant, mais du genre à s'attacher. Bah voilà, on est en plein dedans. Qu'est-ce que tu me dis ? Maniaque du contrôle, coucou. Je pense que moi, mon côté aussi contrôle dans l'écriture d'un roman, planification plus, il est un peu là-dedans aussi. J'aime pas qu'on dévie de la route. Purée autoritaire, mon côté sagittaire et lion, c'est pas de ma faute. Ah mais toi t'es pas gâté toi du coup. Hors écriture, toi, c'est... Ouais. Mais après, vous voyez, on décrit une blessure, on coche pas forcément toutes les cases hein, d'une blessure, et il y a des choses, on peut avoir deux personnes qui ont la blessure de trahison et avoir des personnes complètement différentes dans les caractères. Qu'est-ce qu'il me dit, moi, en termes de liste ? Donc, le contrôlant cherche à affirmer sa personnalité. N'hésite pas à faire la démonstration de sa force. Ah oui, c'est quelqu'un aussi qui veut prouver un peu que sa valeur, montrer que moi, je suis capable. Ça se voit, alors, je vais être dans un cliché, forcément, mais ça se voit beaucoup chez les hommes. Hein, les hommes contrôlants, hommes plus contrôlants, des fois, c'est un peu des clichés d'eux-mêmes. Hein. Voilà, montrer que je suis capable, démonstration de force, montrer qu'ils sont indépendants, voilà, ou mettre en avant son physique aussi. Fait preuve d'impatience ou d'intolérance par rapport aux gens bah, déjà un peu plus dépendants, mais qui pourraient considérer aussi comme moins capables ou moins efficaces. On peut les voir si vous avez un contrôlant en chef d'entreprise. Surtout s'il est vraiment bien enfoncé dans sa blessure émotionnelle, c'est peut-être pas les gens les plus bienveillants, quoi. A des difficultés à gérer ses émotions, notamment la colère, veut toujours tout contrôler et se prend pour le chef pour imposer ses volontés. Coucou Peter. Je retrouve mon personnage là. Aime être le centre de l'attention. Coucou Peter. Éprouve des difficultés à s'engager avec des personnes du sexe opposé. Bah oui, forcément, par peur d'être trahi, tu as du mal aussi à faire confiance dans tes relations. Et très souvent, alors c'est là où j'ai du mal parce que on est quand même dans la théorie, dans les blessures émotionnelles, j'ai l'impression qu'il y a une construction très hétéronormée, quoi. Parce que, vous voyez, quand on dit éprouve des difficultés à s'engager avec des personnes du sexe opposé, et très souvent, en fait, on dit que la blessure de trahison, elle s'éprouve dans les personnes du sexe opposé. Toutes relations confondues, hein, pas forcément relations amoureuses. Mais je trouve que bah, quand on n'est pas hétéro, comment on se construit par rapport à ça, tu vois, c'est des réponses que j'ai pas à ces questions.
question-là. Et que je trouve intéressante à creuser, et c'est là aussi les limites peut-être de la théorie sur les blessures d'humiliation, et c'est des choses où j'ai pas les réponses à ces questions. Accuse les autres pour ses propres erreurs et souffrances. Coucou Peter. Est particulièrement impressionné par tout ce qui touche à la célébrité ou à la réussite financière. Célébrité, je dirais pas. Réussite financière, de façon générale, la réussite, je pense. Ne sait pas se remettre en question, il croit toujours avoir raison, voilà. C'est des gens qui peuvent facilement mentir et manipuler aussi, du coup. Cherche à mettre en avant ses atouts de séduction, quitte à tomber dans la manipulation. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui aime bien aussi se mettre les gens dans sa poche, parce que pour lui, c'est un peu une sorte de garantie de ne pas être trahi un jour par ces personnes-là. Idem les plans à fond, j'adore. Je sais pas ça, au moins ça. Oui, alors, vous voyez, la liste, là, elle est pas très positive. Hein. Mais tout est dans la nuance. C'est-à-dire que quand je dis qu'une personne est dans la séduction et la manipulation, déjà, la manipulation, j'en avais parlé sur un live, c'est pas forcément un gros mot. On manipule tous, chacun un peu à notre échelle. Et même les enfants manipulent d'une certaine façon pour obtenir un peu ce qu'ils veulent. Vous voyez, ils ont déjà un peu le réflexe de se comporter ou de se comporter d'une certaine façon, de dire certaines choses pour essayer d'obtenir ce qu'ils veulent en retour. C'est de la manipulation aussi. Donc il y a manipulation et manipulation. Mais on va pas forcément... Et des fois, en fait, c'est ça le problème, c'est que des fois, on a du mal à reconnaître notre vraie blessure émotionnelle parce que on n'a pas envie qu'on dise de nous qu'on est séducteur ou manipulateur ou qu'on est impatient et intolérant. Pour l'ego, tu vois, c'est pas très plaisant à entendre. Et c'est intéressant de voir où est-ce d'aller au-delà de ça et de nuancer. C'est-à-dire que c'est pas parce que on est impatient et intolérant qu'on est une mauvaise personne. C'est marrant, je me reconnais dans la définition, mais pas dans la description. C'est ton ego qui travaille. Non, après, comme je dis, hein, tout est dans la nuance. Moi, je suis pas full blessure de trahison, mais pendant des années, j'étais full blessure de trahison, même encore aujourd'hui, hein, je l'ai. Je crois que le pire, et je parle en connaissance de cause, dans la blessure de trahison, c'est des fois, parce qu'on... Forcément, ce qui fait mal, c'est de se sentir trahi par les gens qui nous entourent. Mais moi, je sais ce qui me fait le plus mal dans ça, c'est quand, par exemple, j'ai donné ma confiance à une personne qui le méritait pas, je me sens presque trahi par moi-même. Et je crois que c'est encore pire que de me sentir trahi par quelqu'un. Je sais pas si vous voyez la nuance. Moi, je sais que dans des relations que j'ai eues, clairement, ce qui m'a fait le plus mal, c'est de me dire... Bah, je suis même pas capable de me fier à moi-même, quoi. Le côté un peu indépendant de la blessure de trahison, je peux même pas compter sur moi-même. Vous voyez un peu l'idée ? De mon côté, j'avais besoin de maîtriser mon domaine d'expertise à 100%, et quand je ne maîtrise pas, j'esquive autant que possible. Je retrouve ma sœur pour le coup. Mais ouais, c'est intéressant en fait. Moi, vous verrez, quand je vais vous parler de la blessure d'injustice, je vais pouvoir vous parler d'une amie parce que c'est l'exemple même de la blessure d'injustice et c'est très drôle. Et c'est pas. Vous voyez, comme je dis, ça en fait pas une mauvaise personne, c'est une de mes meilleures amies. Et c'est juste. Ça permet aussi d'avoir de la compassion pour les gens qui nous entourent, en fait, de mieux les comprendre, de comprendre aussi comment ils fonctionnent, pour avoir plus d'amour et de compassion pour les gens qui nous entourent, quoi. Et moi j'en ris parce que du coup je la vois fonctionner par rapport à sa blessure, et même et si j'avais pas ces notions-là, peut-être que des fois je la comprendrais pas dans certains de ses comportements. Cliché de la trahison. Ça doit quand même fonctionner avec le même sexe, je pense. Le problème c'est l'engagement. Ouais, clairement. Puis il y a les autres blessures qui viennent surtout... Bah oui, voilà, c'est qu'en fait, on a souvent une blessure qui est majoritaire, mais des fois, comme je dis, des fois on peut en avoir deux, et selon les périodes de notre vie, il y en a une qui prend un peu plus le dessus que l'autre, ou des fois c'est un mélange. Vous voyez, moi, Peter, clairement, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que sa blessure originelle, c'est quand même l'abandon. On le voit dans certains de ses comportements, il aime être le centre de l'attention, etc. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, quand je dis fait preuve d'impatience ou d'intolérance, difficulté à gérer ses émotions, aime être le centre de l'attention. Bon, ça c'est aussi abandon, mais ça doit se retrouver dans les deux, je pense. Veut toujours tout contrôler et se prend pour le chef pour imposer ses volontés. Ça c'est Peter. Voilà. Donc ça c'est pour la blessure de trahison. Laquelle vous intéresse après ? Sur qui on tape ? Rejet ? Vas-y, let's go. On va taper sur moi, du coup.
Roger, je peux avoir beaucoup de choses à dire parce qu'en plus je le travaille avec mon personnage. En vrai, quand tu regardes... Oui, mais après il y a forcément des points communs. C'est ce qui fait que des fois c'est difficile aussi d'identifier sa blessure émotionnelle. Et comme je vous dis, vous voyez, c'est... Après, le but c'est pas de s'enfermer dans des cases. C'est comme pour tout dans la vie en fait. Mais c'est intéressant des fois d'avoir les notions en tête. Après voilà, c'est pas, les limites ne sont pas hyper délimitées et c'est beaucoup plus complexe que ça. Et j'ai même vu des articles ou des contenus qui disaient qu'il y a beaucoup plus de blessures que 5. Il peut y en avoir plus que ça c'est les blessures majoritaires, mais il peut y en avoir d'autres. La blessure de rejet peut apparaître... D'ailleurs, il y a une vidéo très intéressante qui est sortie il y a pas longtemps, j'étais en train de bosser dessus, et je sais pas si vous connaissez, c'est Psycho Quack, il s'appelle Psycho Quack, c'est un jeu de mots, hein. Mais c'est quelqu'un qui fait des vidéos tournées très psycho, et il a fait sa dernière vidéo, elle dure une 10-12 de minutes, elle est sur la blessure de rejet, et il y a pas mal de gens qui disent que c'est la blessure qui fait le plus mal au niveau être humain. Enfin, en termes de... Oui, d'être humain. Pourquoi le rejet fait mal? Moi, c'était ça. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, vous avez le nom. Donc, la blessure de rejet peut apparaître dès les premières années de vie lorsque l'enfant ne se sent pas accepté ou désiré par le parent du même sexe ou le parent du sexe opposé. Et le masque qui développe, c'est le fuyant. La blessure de rejet... comme je le dis, en fait, ça peut être aussi une question de ressenti. C'est-à-dire que, oui, en effet, vous pouvez avoir des personnes, et surtout vos parents, quand vous construisez dans l'enfance, qui vraiment vous rejettent vraiment dans leur comportement et dans leurs paroles. Mais des fois, c'est aussi... vous voyez, par exemple, vous êtes gamin, vous êtes en train de faire un dessin, et tu vas voir ta mère en disant maman, regarde mon dessin », et ta mère va lui dire « Oui, plus tard, va jouer ailleurs ». Juste ça. Et c'est pas un reproche, hein. Je dis pas que c'est être un mauvais parent que de faire ça. Mais en tant qu'enfant, on peut le vivre comme du rejet. Et quand après vraiment on s'enferme un peu dans cette blessure-là, on peut aussi se construire par rapport à ça et développer cette blessure du coup à ce niveau-là. J'ai des exemples aussi assez marquants pour la blessure d'humiliation qui peuvent parler facilement à tout le monde. Mais ouais, et du coup, en fait, pour éviter d'être confronté au rejet, on va développer ce qu'on appelle le masque du fuyant. Donc, c'est des attitudes et vous voyez, là, je parle pas en plus de la morphologie, tu vois, Magali t'en parlait. Parce que là, je pense à la blessure de rejet. La morphologie, une blessure de rejet, c'est quelqu'un qui a un corps assez mince, assez maigre, parce que justement, quand tu es fuyant, tu veux prendre le moins de place possible. C'est une personne qui, typiquement, ne va pas attirer l'attention sur lui, par peur d'être rejeté. Dans ses relations, c'est souvent quelqu'un qui va avoir tendance à fuir voire à rejeter les autres avant d'être rejeté. Par anticipation un peu, c'est des gens aussi qui se rejettent eux-mêmes, donc en termes aussi d'amour de soi et d'estime de soi, c'est des gens qui ne s'aiment même pas, qui considèrent qu'ils n'ont aucune importance, aucune valeur. Coucou Julien. C'est des gens, voilà, dans un groupe, c'est pas des gens qui vont prendre toute la place, au contraire, c'est des gens qui vont être plus discrets, silencieux, c'est pas des gens qui vont prendre le lead dans un groupe, c'est des gens qui vont être plus suiveurs. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans la liste? Les attitudes, prend l'habitude de s'isoler, de rester à l'écart, tente de fuir les risques d'attachement ou d'investissement sentimental. C'est des gens aussi, voilà, qui vont pas prendre beaucoup de risques en fait dans la vie. A tendance à se dévaloriser et être extrêmement critique à son égard, est très perfectionniste voire obsessionnel. Ah, ça, je mettrais plus ça dans la blessure d'injustice. Mais pourquoi pas. Évite les confrontations, voilà, c'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit, clairement pas. Ni certaines réalités, se construit son propre monde idéal. C'est des gens qui vont aussi avoir tendance justement à fuir un peu dans leur tête, dans l'imaginaire, voire après peut-être dans d'autres dérives, qui peut aller via des addictions, des choses comme ça. Peut être fragile face à des moyens, de fuite, donc alcool, drogue, sommeil, etc. Construit des scénarios pessimistes et se prépare toujours au pire, donc team anxieux, nous voilà.
N'ose pas demander de l'aide par peur de déranger. Ça, c'est très important chez la blessure de rejet, la peur de déranger. Voilà. Le fait de ne pas vouloir prendre beaucoup de place, il y a aussi cette notion de peur de déranger. Ressent quasiment quotidiennement du stress et de l'anxiété. Voilà, globalement. Bon, c'est sûr, mon perso, c'est le rejet. Ouais, mais de la façon dont tu l'avais décrit, pour moi, c'était rejet. Hein. Comme d'hab, pas pour tout, mais on y est. Hein. Oui, bah, c'est ça. Je me sens pas du tout concernée. Bienvenue au club. De toute façon, clairement, moi, mon personnage principal, je lui ai filé un peu mes blessures et mes traumas. Hein. Vas-y, c'est toi qui gères. C'est une forme de thérapie aussi. Dans l'écriture, par exemple. Oui, par exemple, aussi. Fuir à travers... moi, je sais que j'ai eu une grosse période quand j'étais ado, où j'étais... pas loin de la dépression, je pense. J'ai pas été consultée ou quoi que ce soit, mais en même temps, vous voyez, j'ai eu vraiment, la période lycée, surtout fin lycée, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même, et c'est une période où j'ai beaucoup lu. Donc j'ai eu une boulimie de lecture. Et c'est une façon de fuir. La blessure de rejet, c'est le masque du fuyant. Donc on fuit en fait la réalité, on fuit les gens, on fuit les situations qui nous mettent en difficulté. Il y a vraiment cette notion-là, quoi. Donc ouais, clairement. Moi, étonnamment, j'ai pas grand-chose en commun avec mon perso. Ouais, mais des fois, c'est pas une obligation. Hein. C'est pas une obligation. Là, c'était vraiment très à propos par rapport à ce que je voulais travailler dans mon roman, mais ce sera pas le cas sur tous mes romans. Hein. C'est pas forcément le but. Mais j'ai des personnages dans mon roman qui me ressemblent pas du tout. Encore heureux, certains personnages. Mais ouais. C'est pas du tout une obligation, quoi. Ouais, fuite dans les rêves, la lecture, l'écriture. Oui, il y a ça, les jeux vidéo. Mais voilà. Et du coup, c'est intéressant aussi comme personnage. Vous voyez, et c'est là, en fait, ce qui était drôle, c'est que du coup, ma protagoniste a la blessure du rejet, et c'est ce qu'elle doit travailler à travers le roman, en fait. C'est parce que c'est une femme de 30 ans qui est conteuse pour enfants. Elle a passé 10 ans de sa vie à attendre après un homme qui n'a jamais vraiment voulu d'elle, et puis un jour, elle se mange une brique dans la gueule parce que le mec annonce qu'il va se fiancer, enfin, qu'il va se marier, quoi. Donc là, elle se rend compte qu'elle s'est bercée d'illusions pendant 10 ans, et du coup, ça réactive sa blessure de rejet qui était toujours là en sourdine, qui l'a défini déjà de base. Le roman commence par je suis la fille qui attend, et qui attend toujours après les gens, après la vie, et qui ne s'est jamais sentie acceptée, qui ne s'accepte pas elle-même. Et donc quand elle se mange cette brique dans la gueule, c'est réactivation de la blessure émotionnelle plus. Et puis... Du coup, Julia fuit inconsciemment au pays imaginaire. On pourrait dire ça, mais j'avais pas envie de faire ce côté, tu sais, en fait, c'était qu'un rêve, tu vois, je trouvais ça trop facile, donc il a fallu que je trouve quand même des raisons pourquoi elle est propulsée au pays imaginaire, qui est le conte de son enfance, son conte préféré. Donc il y a un truc qui se fait inconsciemment, mais ça s'explique plus tard. À la base, toi tu l'as connue, à la base c'était parce qu'elle avait le pouvoir des mots, et donc en prononçant certaines choses, elle s'est retrouvée propulsée au pays imaginaire. Ça, j'ai supprimé ça de mon roman, parce que c'était pas hyper pertinent. Mais la chose pour laquelle, ce que j'ai remplacé à la place de ce pouvoir des mots est méga intéressant, et c'est la raison pour laquelle, en fait, elle est envoyée au pays imaginaire, quoi. Mais oui, clairement, elle fuit. Et en fait, elle va revivre sa blessure du rejet jusqu'à ce qu'elle comprenne la leçon, en fait. Tout au long du roman, elle se mange des briques, jusqu'à la fin. Et la fin, le but, c'est pas qu'elle ait guéri sa blessure de rejet, mais qu'elle fasse au moins un pas vers elle, quoi. D'où la fin du roman. Mais ouais, c'est clairement la blessure que j'ai travaillée sur ce personnage, et c'est une thématique du roman, carrément. Vous n'êtes pas obligé d'en faire une thématique, mais moi c'était important d'en faire une thématique, quoi. Ah non, c'est trop cliché que ce soit un rêve, donc ce sera dommage, comme tu dis. Ouais, c'est pour ça au début je m'étais dit c'est intéressant, parce que oui, justement, elle fuit la réalité. Et vu qu'en plus elle se fait offrir à Noël une boule de neige à l'effigie de Peter Pan, quand elle est en pleine crise émotionnelle, là, quand elle apprend la nouvelle, elle regarde la boule de neige, justement, et je m'étais dit, inconsciemment, peut-être que du coup, elle s'endort et puis elle rêve de ça. J'étais là, un peu trop cliché et trop facile, quoi. Donc non, j'ai pas voulu tomber là-dedans. Mais encore une fois, c'est intéressant, justement, si vous avez un personnage qui est comme ça, de rester cohérent par rapport au masque du fuyant.
Vous voyez, moi en retour de bêta lecture, ce qu'on m'a fait remonter, c'est que c'était Julia, c'est un peu dommage parce que du coup, elle a pas l'air d'avoir beaucoup de personnalité et elle est un peu suiveuse, elle se fait un peu trimballer par l'histoire et en fait, quand on me fait remonter ça, je dis oui, c'est normal parce que c'est son caractère, parce que c'est quelqu'un qui prend pas le lead, c'est pas quelqu'un qui prend sa place, c'est quelqu'un qui fuit, c'est quelqu'un qui du coup n'ose pas trop affirmer sa personnalité de peur d'être rejeté. De peur de déranger. Et quand on me fait remonter ça, c'est que je me dis, c'est moi qui l'ai pas suffisamment bien montré aussi. C'est-à-dire que j'ai pas suffisamment défini mon personnage. Moi, c'était clair dans ma tête, mais c'était pas suffisamment bien amené pour que ça soit compréhensible et logique. Tu vois. Bah ça, c'est sa personnalité. Oui, mais peut-être que c'était pas suffisamment clair pour que ce soit bien vu. Après, je sais qu'on est... forcément, allez, sujet qui, moi, me trigger un peu. On est dans une société où on veut des gens leaders, on veut des gens qui prennent la place, qui prennent des décisions, qui prennent des initiatives. On est un peu là-dedans. Et forcément, quand on est un peu plus discret, introverti, j'en ai parlé là récemment en story, mais c'est un de mes chevaux de bataille déjà depuis des années. Forcément, quand on est un peu plus discret, introverti, qu'on n'ose pas prendre de la place, qu'on n'ose pas déranger, bah ça peut déranger des gens, même à la lecture, tu vois, en tant que lecteur, de voir des personnages comme ça. Il y a des gens que ça peut déranger quand même en se disant bah ouais, mais du coup, elle prend pas de décision, elle prend pas d'initiative. Enfin, bouge-toi un peu quoi. Il y a des gens qui, je le vois souvent des fois dans des reviews de romans, il y a des gens qui disent ouais, elle, j'avais envie de la secouer quoi. Bah des fois, c'est peut-être aussi juste la personnalité du personnage. Des fois, ça peut être juste une mauvaise construction du personnage, mais des fois, ça peut être aussi sa personnalité. Moi, cette personnalité m'a pas choquée. Bah écoute, j'ai quand même eu des retours par rapport à ça, et je l'ai quand même pris en considération, tu vois. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai rebossé un peu le plan de mon début de roman. J'ai quand même mis des petites notes en me disant, je peux me le mettre un peu plus en avant, même dans ses réactions, comportements, ou ses réflexions par rapport à ce que les gens peuvent dire, comment les gens agissent. Tu vois qu'elle, par exemple, tout simplement, ça peut être quelqu'un qui ne parle pas fort. Attends. Non, c'est juste mon chat qui a fait du bruit. Non, c'est mon chat qui a fait du bruit. Par exemple, tu vois, je me suis dit, ça peut être intéressant que ce soit quelqu'un qui parle pas fort. Et que ça soit un trait de caractère qui revient régulièrement. Juste un petit détail comme ça. Qui reflète aussi que quand tu parles pas fort, c'est typiquement quelqu'un qui veut pas prendre de place, tu vois. On n'est justement pas habitué car il y en a pas beaucoup. Et parce qu'on le normalise pas assez. Et moi, j'ai envie qu'on normalise ça un peu plus. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je mets en avant cette personnalité-là, clairement, dans mon roman aussi, quoi. Bref. Donc ça, c'était pour la blessure de rejet. Est-ce que cette blessure peut justifier que les enjeux du perso mettent du temps à apparaître? Je dirais pas forcément, parce que la question est complexe. Parce que je veux pas que ça devienne une facilité pour justifier que tes enjeux arrivent trop tard. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que les enjeux en fait, t'as différents types d'enjeux, et normalement, en début de roman, t'es quand même censé, tu vois, moi c'est ce que j'ai essayé de définir et travailler là sur mon début de roman, parce que tu as des enjeux, moi j'ai des enjeux qui viennent plus tard quand elle arrive à Neverland. Je me suis dit, ouais, enfin il se passe quand même 2 ou 3 chapitres où s'il n'y a pas d'enjeu, c'est peut-être compliqué d'accrocher l'intérêt du lecteur, et surtout l'intérêt des éditeurs, des maisons d'édition qui vont pas se manger 4-5 chapitres pour commencer à avoir des enjeux, tu vois. Donc ton personnage, même s'il est plus discret, qu'il prend pas d'initiative, intérieurement, il a quand même des envies et des difficultés, des peurs qui peuvent l'empêcher justement d'atteindre son objectif et qui peuvent créer des enjeux. Tu vois, tu peux créer des enjeux autour de sa blessure aussi. Et après, les enjeux évoluent. Tu vois, moi, c'est ça. C'est que, en fait, du coup, Julia a des enjeux de base au début du roman. Tu vois, ça, c'est un truc que j'ai pas encore travaillé parce que, justement, c'est un point que je me suis dit, il faut que je le mette un peu plus en avant parce que, en fait, t'as un personnage qui... en fait, ça dépend. C'est ça, en fait, que j'ai du mal à définir, moi, sur mon propre roman. C'est quel enjeu je définis parce que Julia, au début du roman, elle veut juste être aimée et acceptée, mais pas par les bonnes personnes. Et encore plus, en fait, si tu veux, souvent le désir d'un personnage au début d'un roman, il est en opposition avec ses vrais besoins.
dont il n'a pas conscience. C'est-à-dire que Julia, son désir, c'est d'être aimée et acceptée par des personnes qui ne la méritent même pas. Et elle va devoir apprendre déjà à s'aimer et à s'accepter elle-même avant d'espérer d'être aimée et acceptée par d'autres. Tu vois un peu la nuance. Et après, moi, il y a d'autres enjeux qui arrivent plus tard. C'est-à-dire que quand elle arrive à Neverland, elle, son objectif, c'est de dire bah, je veux rentrer chez moi, en fait. Sauf que tu peux pas rentrer chez toi parce que Neverland subit une malédiction. Et il est impossible de repartir en volant. Tous les enfants sont devenus adultes. Donc, en tout cas, Peter lui dit c'est impossible de rentrer chez toi. Peter est un petit coquin aussi. Voilà, pour obtenir ce qu'il veut, il la manipule un petit peu. Donc, il lui dit au début tu peux pas rentrer chez toi. À moins que tu m'aides à briser la malédiction. Donc là aussi, il y a des enjeux qui se créent. Mais qui se créent plus tard, vers le roman, le chapitre 5-6. Tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et puis il y a des enjeux internes et des enjeux externes. C'est-à-dire enjeux internes par rapport à soi-même et des enjeux internes par rapport à d'autres personnages, à une situation extérieure et des choses comme ça. Après, il y a les enjeux de l'autre perso et pour le coup, il est pas discret du tout. Oui, après, ça dépend aussi combien t'as de personnages. Tu vois, là, je parle du principe que t'as un personnage principal. Des fois, tu peux avoir plusieurs personnages principaux. Et quand t'as plusieurs personnages principaux, ça peut être aussi un enjeu extérieur, tu vois. On le voit beaucoup en fantasy. Quand t'as une fantasy multi-point de vue, souvent, le but, c'est peut-être qui va s'emparer du trône. Game of Thrones, voilà. Et ça crée des enjeux. Moi, le mien, c'est ça. Il n'a pas les mêmes objectifs en jeu au début, au milieu et à la fin. Oui, c'est ça. De toute façon, les enjeux, c'est... En fait, les enjeux, le but, c'est de créer une certaine tension chez le lecteur et l'éditeur qui fait que tu as envie de savoir la suite pour savoir ce qui va se passer. Moi, j'ai vraiment un très bon exemple à ce niveau-là parce qu'il était très fort en termes d'enjeux. C'est... Conjuration de Bleu Nguyen. De mémoire, on a un personnage qui est plus ou moins esclave parce que sa famille a été décimée. On est dans l'Empire romain. Sa famille a été décimée par l'Empire et du coup, elle est esclave dans la famille impériale. Elle est promise au frère de la future impératrice et elle blâme la future impératrice de tous ses malheurs. C'est à cause d'elle qu'elle a perdu sa famille, etc. Donc son but c'est de se venger et de la faire assassiner, mais sans se faire prendre. Forcément, parce que sinon ça va lui retomber dessus. Donc tous les enjeux sont là, c'est-à-dire que on voit qu'elle met en place des choses pour essayer de la faire assassiner ou de la faire empoisonner. Et nous on stresse parce qu'on se dit, si elle se fait prendre, qu'est-ce qui se passe pour elle? Si elle réussit, qu'est-ce qui se passe pour elle aussi? Tu vois, c'est ça la notion d'enjeu, et ça, j'en ferai une vidéo, je pense, un jour sur YouTube, parce que c'est un des premiers trucs que je regarde et que je cherche quand je fais de la bêta lecture, c'est de voir s'il y a des enjeux qui apparaissent assez rapidement. Il y a des enjeux qui apparaissent des fois dès la première ligne, je crois que c'est Katabasis de R.F. Kuang. Dès la première ligne, on pose l'objectif de ton personnage qui est d'aller aux enfers pour récupérer on va dire son professeur, c'est pas le terme exact, son professeur parce que il est visiblement mort accidentellement à cause d'elle et parce qu'en fait elle a besoin qu'il lui signe un papier pour aller plus loin dans ses études et avoir la reconnaissance. Tu vois, dès le début, c'est marqué dès les premières lignes. C'est pas une obligation, mais là je me suis dit waouh, efficace quoi la nana. Mais ouais, la notion d'enjeu, elle est méga importante et c'est pas toujours évident à définir et à mettre en place, quoi. Et ça peut se faire de façon subtile. Donc on a fait quoi? On a fait abandon, on a fait rejet et on a fait trahison. On va faire injustice. J'aime bien la petite blessure d'injustice. Blessure d'injustice... Moi, trahison, j'ai le personnage de Crochet qui a la blessure de trahison. Et injustice, j'ai le personnage de Lily. Lily a été pas mal, Céline, toi qui as lu mon roman, a été pas mal retravaillée et approfondie aussi par son passé et tout ça. Il va y avoir des choses qui vont changer, même si la base du personnage est là, et il y a des choses qui vont être ajoutées. Et c'est comme ça aussi que j'ai défini sa blessure d'injustice, et qui lui va bien. La blessure d'injustice. Cette blessure se développe souvent entre 4 et 6 ans. Cette fragilité provient de la froideur ou du manque de sensibilité perçu chez les parents. Et là, je me dis... C'est vrai qu'il y a la froideur chez la blessure d'injustice, c'est peut-être pas le plus pertinent par rapport à Lily.
Bref, je verrai plus tard. Mais c'est vrai que c'est un truc qui définit pas mal les blessures d'injustice. Donc cette fragilité provient de la froideur ou du manque de sensibilité perçu chez les parents. Ces derniers se caractérisent plutôt par leur sévérité et leur côté autoritaire. L'enfant n'a alors pas l'espace pour s'affirmer, s'exprimer et le vit comme une injustice. Et le masque que porte la blessure d'injustice, c'est le rigide. Le rigide, en fait, c'est quelqu'un qui va reproduire en fait ce qu'il a vécu dans l'enfance. C'est quelqu'un qui s'autorise pas beaucoup à l'imperfection, à l'échec, parce que il a vécu un peu ça dans l'enfance, c'est-à-dire qu'il a vécu beaucoup le côté sévère et autoritaire, et il ne s'autorise pas à déjà être pleinement qui il est, et moi je vois beaucoup dans la blessure d'injustice ceux qui ont un peu le syndrome de la bonne élève. Je sais pas si, enfin, du bon élève ou de la bonne élève. C'est quelqu'un qui va pas défier l'autorité, c'est quelqu'un qui va facilement aussi rentrer dans les rangs. Alors je vais nuancer parce que blessure d'injustice, on peut voir le côté aussi un peu rebelle. Qu'est-ce qu'il me dit ? Voilà, c'est quelqu'un qui n'ose pas exprimer ses émotions, qui peut paraître froid au premier abord. Il y a vraiment le côté un peu rigide. Et moi, quand je vous dis que j'ai une de mes meilleures amies qui a blessure d'injustice, c'est la première impression qu'elle donne, alors qu'elle est pas du tout comme ça. On me dit souvent, ouais, mais elle est un peu froide quand même, ta copine, non ouais, ça c'est parce que tu la connais pas. Hein. Mais c'est un peu le côté froid, rigide, un peu sérieux que peuvent renvoyer les blessures d'injustice. Est particulièrement autonome, mais ne sait pas demander de l'aide. Ça, c'est clairement... voilà. Redoute l'autorité sous toutes ses formes. Donc voilà, il y a le côté un peu peur de l'autorité. C'est quelqu'un, clairement, vous voyez, moi, ma pote, on était en formation. Ça nous est arrivé avec une copine de sécher des fois de temps en temps certains cours en amphi. Elle, clairement, elle ne s'autorisait pas à sécher les cours, même quand elle avait conscience que ce cours ne servait à rien. Nous, on était là, ouais, bon, ça sert à rien. Vas-y, on va aller prendre le soleil dans le parc à côté, quoi. Et elle, clairement, non, quitte à rester toute seule dans l'amphi, non, c'est je suis le cours, je prends mes petites notes, et voilà, c'est vraiment le syndrome un peu de la bonne élève. Mais l'autorité, même sous toutes les formes, c'est ce qu'ils disent. Donc c'est pas que le côté un peu école, mais c'est le côté autorité, police, société, autorité parentale, voilà. La société, voilà. Se montre optimiste, du moins en surface. Ok. C'est pas le premier truc qui me viendrait sur la blessure d'injustice. Même si la copine que j'ai, clairement, c'est une optimiste. Mais du moins en surface, c'est pas la première impression qu'elle donnerait. Ne sait pas rester inactif malgré la... Voilà, c'est quelqu'un qui a du mal aussi à respecter un peu ses propres besoins. Parce que, la copine que j'ai, elle dit souvent, je suis quelqu'un qui est dur au mal. C'est-à-dire que je vais pas m'écouter, même si je suis malade, je vais aller travailler. Encore, vous voyez, un peu le respect un peu de l'autorité et des règles. Je vais pas aller travailler, j'aurai une jambe coupée que j'irai travailler, quoi, en gros. C'est un peu ça, les blessures d'injustice. Vit constamment dans le contrôle et ne sait pas lâcher prise, ça c'est un peu pareil. Et a tendance à extraire... Ah voilà, ça c'est un truc qui caractérise beaucoup les blessures d'injustice, c'est quelqu'un qui sont très exigeants envers les autres, mais aussi envers eux-mêmes, en fait. D'autant plus envers eux-mêmes. C'est un peu comme la blessure de trahison, de se sentir un peu trahi par soi-même. La blessure d'injustice, c'est vraiment, je suis exigeant avec les autres, mais je le suis encore plus avec moi-même. Voilà. Hâte de voir les changements de tes persos. Ouais, il va y avoir des choses qui vont changer dans le roman. Pétard, j'ai une amie comme ça, la bonne élève. Mais moi, j'ai un peu ce côté-là, des fois, syndrome bonne élève. Et c'est là qu'on voit que j'ai pas le même degré, c'est-à-dire que je l'ai à certains niveaux, le syndrome de la bonne élève, mais je l'ai pas de façon exacerbée, d'autant plus en grandissant. Ce qui fait que, ouais, dans mes études, j'ai pu sécher des cours sans culpabiliser. Alors que quand tu l'as vraiment à un degré hyper élevé, tu t'autoriseras même pas à le faire, quoi. Jamais de la vie, quoi. C'est marrant, j'aurais pas imaginé ça pour l'injustice. Ouais. Et c'est... En fait, le problème, je suis en train de réfléchir par rapport à mon personnage de Lily, parce que dans ce que j'ai défini d'elle, ça renvoie à la blessure d'injustice. Et en même temps,
Elle a pas le côté froid, Lily. Céline, clairement, je sais pas ce que t'en penses, mais Céline, pour moi, elle est pas froide. Au contraire, elle a un côté un peu bienveillant et rentre dedans, tu vois. Autonome, ouais. Redoute l'autorité. Ah, c'est plus profond que ça, Lily, en fait, de ce que j'ai développé d'elle, en fait. Je l'avais vu au début. J'avais vu à la base Injustice pour Crochet. Parce que Crochet, clairement, c'est quelqu'un de froid et autoritaire. Crochet, j'avais vu Trahison surtout. De par ce que le personnage a vécu, Trahison, et c'est ce qui fait réagir le personnage d'autant plus. Donc après, ça peut être Trahison, Injustice. Ça peut être un mélange des deux, quoi. Se montre optimiste, par exemple, le Crochet, c'est pas Crochet. Ça peut être Lily, clairement, par contre. Ne sait pas rester inactive. C'est quelqu'un qui va pas s'écouter. Lily, pour moi, dans ce que j'ai retravaillé, a quand même le sens du sacrifice. Au point de s'oublier un peu elle-même. Parce que justement, elle a vécu un truc de façon très injuste dans le passé par rapport à sa mère qui s'est sacrifiée, pas forcément pour les bonnes raisons d'après elle. Et elle s'est construite autour de ça, en fait. Voilà. Bon, bref, ouais, globalement, la blessure d'Injustice, si vous voulez la caricaturer, c'est quelqu'un de froid, d'autoritaire, avec le syndrome de la bonne élève. Voilà, je pense que ça définit bien la blessure d'Injustice. Mais ça peut être intéressant pour vous, justement, aussi, pour certains de vos personnages. Non, elle est pas froide, mais c'est l'impression qu'elle peut donner. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai une amie, cette amie-là, c'est la première impression qu'elle donne. Quelqu'un de froid, de dur, alors que quand tu la connais, c'est la première à aller faire la fête, c'est une vraie pipelette. Elle a de l'énergie, en veux-tu, en voilà, moi elle m'épuise. Et c'est quelqu'un d'optimiste, clairement. Là où moi des fois je peux être pessimiste, par exemple. Enfin, j'ai évolué avec le temps, mais quand elle m'a connue, quand on s'est connus à l'époque, clairement j'étais plus pessimiste que ça. Je trouve la description de cette blessure très tranchée par rapport aux autres. Dans le sens négatif du terme. Après, c'est ça aussi, la blessure d'Injustice, c'est quelqu'un qui peut être très tranchant aussi. Donc, je sais pas. Côté négatif. Mais ils ont tous des côtés négatifs. Ça dépend comment tu le perçois. Tu vois, je pense que c'est peut-être aussi un côté d'ego, pas dans le sens négatif du terme, c'est dans le sens qu'est-ce qui te fait réagir, tu vois. Ah non, j'allais dire on a fini, mais non, on n'a pas fait la blessure d'humiliation. Il y a des gens, moi au début, quand j'ai découvert les notions autour de la blessure de trahison, j'ai fait ça, c'est pas moi ça. Menteur, manipulateur, séducteur, non, pas moi. C'est pas moi. Pourtant, je suis full blessure de trahison. Et je me retrouve pas dans tout ce qui est dit par rapport à la blessure de trahison, mais clairement, je m'en suis rendu compte avec le temps. Si, ma cocotte, hein, t'es clairement blessure de trahison. Bon, il y a le rejet, et le rejet, je l'ai pas conscientisé, c'est avec les années que je l'ai conscientisé. Au début, j'étais là. En plus, je me suis arrêtée, vous voyez, aussi quand on parle de la morphologie, c'est-à-dire que, par exemple, trahison, en termes de morphologie, chez les hommes, c'est les mecs souvent très carrés, enfin, pas carrés, mais taillés un peu en V. Alors que les femmes, c'est plus, je pense, un peu le 8, quoi. C'est-à-dire que très, très en chair en haut, très en chair en bas. J'ai plutôt cette morpho-là. Donc si tu te repères à la morpho, moi tu peux me dire trahison, voire on va dire même humiliation selon les périodes. On va en parler de l'humiliation après. Alors que la blessure de rejet, c'est quelqu'un de très mince, mais voire de maigre. Contrairement par exemple à la blessure d'injustice, où c'est quelqu'un... c'est pas forcément des gens minces, c'est des gens très rigides, qui vont avoir beaucoup de tonus, qui vont être très droits, souvent plus en H, je pense, hein, de mémoire. Mais ouais, blessure de rejet, c'est très mince, très maigre, et quand je me regarde, je fais, je suis pas dans la blessure de rejet, hein. Moi, c'est plutôt l'opposé, tu vois. Et pourtant, full blessure de rejet. C'est pour ça que j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était ça. Et clairement, quand je l'ai compris, j'ai compris beaucoup de choses sur moi aussi. Ah oui, je confirme, trahison totale. Ensuite, on a du coup... elle est où la petite blessure d'humiliation? Blessure d'humiliation.
C'est une blessure qui peut s'éveiller très jeune, entre 1 et 3 ans, quand l'enfant se sent rabaissé, comparé à d'autres, critiqué et qu'on le réprime face à différentes formes de plaisir physique. Le masque qu'il porte, c'est le masque du masochiste. Je vais vous l'expliquer, hein, parce que moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai fait quoi? C'est des gens qui ont des tendances sado, voilà? Ou... Mais en fait, ça s'explique en fait très bien dans la blessure d'humiliation. Et en fait, moi, je l'ai conscientisé quand j'ai lu ça, parce que j'ai typiquement des parents et surtout une mère quand, bah même adulte, j'ai envie de dire. Mais quand t'es enfant, tu sais, c'est un peu ces parents qui, quand par exemple tu te fais mal et tu pleures, et qu'il y a d'autres adultes dans la pièce, et oh bah ma fille, oh bah tu pleures, oh bah tu fais le bébé, oh mais oui, mais non, mais faut arrêter de faire le bébé quand même, ma chérie, tu vois. Ou moi je sais, j'ai beaucoup de souvenirs de quand j'ai fait des trucs drôles ou improbables enfant, j'ai souvent surpris des conversations de ma mère avec d'autres adultes qui vont raconter ça en mode un peu, bah j'en rigole, mais je le vis un peu moi comme avec le recul, hein, j'ai compris que je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vécu un peu comme de l'humiliation, comme on se moque de moi ou des choses comme ça. Ça fait pas de nous des mauvais parents, hein, des fois c'est inconscient, et c'est des comportements mine de rien assez courants, parce qu'on a tendance à minimiser un peu les enfants et à pas prendre en considération que ce sont des mini êtres humains et que ce sont des humains, et donc on peut facilement se moquer d'eux, les rabaisser, même gentiment en fait. Et c'est en ça que je dis que c'est intéressant les blessures, c'est que c'est pas tant dans le comportement que ça va activer des blessures, c'est plus comment nous on le vit. Moi typiquement ma mère qui est au téléphone et qui raconte des bêtises que j'ai pu faire, ça aurait pu me passer au-dessus, mais moi avec le recul j'ai compris que ouais ça a joué sur une petite blessure d'humiliation quoi. Ça a développé ça un peu chez moi. Mon perso est plutôt longiligne, le rejet avant de le savoir. Non mais il était destiné à avoir la blessure de rejet quoi. Qu'est-ce qui est dit du coup sur la blessure d'humiliation? Humiliation porte le masque du masochiste. Moi j'en rigole des fois et je vais vous donner des exemples, c'est assez drôle. Se fait volontairement du mal ou se punit avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Recherche inconsciemment des façons de ressentir la douleur. Vous allez voir que c'est un peu extrême, mais ça peut se retrouver dans des comportements beaucoup plus soft au quotidien. Ah oui, c'est ça quand je disais que je sais plus qui disait, c'est quelqu'un qui, ah bah c'est toi Céline, avec Alina, qui est beaucoup dans le service aux autres. La blessure d'humiliation, c'est quelqu'un qui est très serviable et qui aime s'imposer des contraintes ou des obligations. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le don de soi, voire dans le sacrifice de soi. Parce que c'est quelque part inconsciemment c'est une forme d'humiliation, tu vois ce que je veux dire. Sous couvert d'une fausse discrétion et humilité se cache un gros ego. Ok. Ça je la comprends pas trop cette phrase. C'est pas trop ce qui me vient. Sous couvert d'une fausse discrétion, c'est pas l'image que j'ai des blessures d'humiliation au niveau discrétion. Et humilité se cache un gros ego. Ok. Pense que les autres ne peuvent pas s'en sortir sans son aide. Ouais, c'est quelqu'un qui a un peu le syndrome du sauveur, quoi. Donc Alina, non. Et peut les rabaisser pour cela. Après, vous voyez, c'est que il y a le côté normal de la blessure et il y a le côté penchant négatif qui peut basculer dans des extrêmes. C'est pour ça que des fois on se dit ouais c'est une blessure, c'est un peu hardcore, mais en fait ça peut s'exprimer normalement dans le quotidien. Pense que les autres, tac, sujet à l'hypersensibilité, je ne me sens pas du tout visée. N'ose pas s'amuser ou prendre du temps pour soi sans ressentir de la culpabilité, se sent impuissant et soumis envers ceux qu'il aime, a tendance à avoir une relation très fusionnelle avec la mère. La voix dans sa tête la manipule et l'humilie, donc oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. C'est le côté un peu sacrifice, mais un peu des fois poussé à l'extrême. Et en fait, la blessure d'humiliation, moi on dit souvent aussi que c'est des gens qui, inconsciemment, vont facilement se cogner, se faire des bleus, se faire mal, se tacher les vêtements. Et j'en rigole beaucoup avec une copine parce qu'il suffit que... Moi typiquement, je suis du genre, surtout en société, hein, forcément sinon c'est pas drôle, à boire et à m'en foutre un peu de partout.
Ça m'est arrivé hein, régulièrement. Moi, je l'associe à la blessure d'humiliation. Voilà. C'est des gens qui vont aussi beaucoup se moquer d'eux-mêmes. Qui vont... Qui en société devant les autres. Par peur, plutôt pour éviter que ce soit les autres qui se moquent d'eux, ils vont le faire d'eux-mêmes. Je sais pas si vous voyez le truc. Moi, j'ai des personnes qui me viennent en tête par rapport à ça. Mais c'est des gens qui vont avoir beaucoup d'autodérision, mais des fois au point de faire des blagues sur eux-mêmes qui peuvent être des fois malaisantes aussi. Voilà. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur la blessure d'humiliation. C'est pas une blessure qui concerne tout le monde en général. Moi, de ce que j'ai pu lire et entendre, on est souvent la somme des 4 autres blessures, voire de l'humiliation en plus, mais apparemment tout le monde n'est pas concerné par cette blessure-là, parce qu'elle est un peu spéciale. Mais il y en a pour qui c'est la blessure majoritaire. Ouais, c'est ça, on prend les devants par peur d'être moqué. C'est ça. C'est un peu comme celui qui a la blessure de rejet, qui va rejeter les autres pour prendre les devants, plutôt que de vivre du rejet, c'est lui qui va rejeter les autres. Mais je pense que ça marche un peu pour toutes les autres blessures. Trahison, ça peut être quelqu'un qui préfère trahir les autres plutôt que d'être trahi. Injustice, ça peut être des gens du coup qui sont injustes envers eux-mêmes. Mais qui du coup, par leur côté un peu rigide, respect des règles et tout ça, peuvent être aussi injustes avec les autres. Ouais, c'est un mécanisme de protection. Ouais. Abandon, c'est des gens qui peuvent aussi abandonner les autres et par peur d'être abandonnés. Donc ça marche un peu pour toutes les blessures, mais oui, de toute façon, on a tous des mécanismes de défense pour justement ne pas ne pas vivre ou revivre ces blessures-là. Moi, vous voyez Julia dans mon roman qui a la blessure de rejet, elle passe son temps à fuir les gens et les situations. Il y a quelqu'un qui... Et à un moment donné, il y a un clash avec Peter qui clairement la rejette. Enfin, lui dit un peu « tout est de ta faute, je veux que tu t'en ailles ». Donc elle dit « bah d'accord, hein, on veut pas de moi, je me casse ». Je m'en vais et je vais carrément aller m'enfermer dans un monde parallèle pour que j'existe plus pour personne, quoi. C'est vraiment la blessure de rejet poussée à l'extrême. mais justement, vous voyez, je vous parle de toutes ces blessures-là parce que ça peut aussi... Vous pouvez peut-être avoir envie de développer un personnage à travers ça. Pas forcément d'en faire toute une évolution, tout un pan de l'intrigue. Mais ça peut vous donner aussi des pistes pour développer et caractériser votre personnage. Si vous sentez que votre personnage est plus sur une blessure de trahison, vous pouvez aller chercher des informations. Là, je vous ai donné un peu les grandes lignes avec le premier site que j'ai trouvé. Mais après, il y a des choses très intéressantes. Moi, quand j'ai vraiment voulu creuser la blessure de rejet, pourtant je la connais plutôt bien. Même personnellement, hein. J'ai été chercher et je suis tombée du coup même sur des sites de psycho qui partageaient des trucs très intéressants et j'ai même des points qui ont été relevés où je me dis bah ça c'est carrément Julia et je l'ai pas assez mis en avant dans le roman. Donc vraiment n'hésitez pas à faire des recherches. Là vraiment je vous en parle, je vous balance un peu les bases, les notions de base. Mais n'hésitez pas à creuser le sujet, même aussi pour vous, hein, si jamais ça vous intéresse. Moi, c'est des trucs vraiment, à l'époque, il y a plusieurs années, hein, j'ai lu le livre et après j'ai été bouffée du contenu vidéo, des articles. Et en fait, vraiment, c'est un truc que j'ai en tête qui fait que j'observe les gens et je m'observe moi, forcément. C'est vraiment important déjà de s'observer soi avant d'aller forcément... C'est toujours plus facile d'aller regarder les autres que d'aller se regarder soi-même. Mais c'est comme ça aussi que tu approfondis ces notions-là, parce que du coup, tu t'interroges sur ton comportement, sur le comportement d'une personne, et tu vas aller voir si ça correspond plus à telle ou telle blessure, et je trouve ça méga intéressant. Et ça vous permet aussi de, comme je dis, de mieux vous comprendre, mais aussi de comprendre les autres. Vous voyez, quand je dis que j'ai une blessure, une amie qui a la blessure d'injustice, c'est une blessure avec laquelle... si j'ai pas ces notions-là, il y a des choses chez elle que je comprendrais pas forcément. Pas forcément en étant dans le rejet ou dans la critique, mais plus parce que je fonctionne pas comme ça. Le côté syndrome de la bonne élève, respect de l'autorité et tout ça, je l'ai un peu moins.
blessure de trahison, ça, qui je veux faire les choses par moi-même. Le côté un peu rebelle. Bah, tu m'as carrément éclairé et clarifié la bonne blessure pour mon perso. Bah écoute, avec plaisir. Mais non, mais j'espère que ça vous a parlé et je vais peut-être essayer de faire en sorte de le mettre en replay sur YouTube. Voilà, parce que ça peut être intéressant même à partager de façon plus globale. Je crois que j'ai fait le tour, moi, là-dessus. Mais ouais, j'espère que du coup, ça vous a intéressé, surtout. Et que ça va peut-être... parce que en termes de construction, de développement de personnages, on va souvent chercher un peu des traits de caractère, un passé, des traumas, des choses comme ça. Mais on va pas forcément toujours creuser les conséquences derrière. Et justement, après, pour avoir un comportement qui est cohérent avec votre personnage que vous avez construit de base. Et je trouve que c'est comme quand on travaille ces personnages à travers le MBTI ou des choses comme ça, je sais pas si vous connaissez. C'est d'autres pans, d'autres aspects qui peuvent être intéressants à creuser pour vos personnages au-delà de, 3 qualités, 3 défauts, caractère, les valeurs, le signe astro, pourquoi pas, selon si vous êtes sensible à ça ou pas. Et je trouve qu'on n'en parle pas, c'est-à-dire que même le MBTI, j'en vois parler, enfin j'en vois de temps en temps, je vois des fois des auteurs en parler. Mais le côté blessure émotionnelle, j'en entends pas parler. Alors que c'est méga intéressant. Et il y a autant de blessures qu'il y a d'êtres humains, c'est-à-dire qu'une blessure, comme je vous disais, une blessure de trahison va pas s'exprimer de la même façon d'une personne à l'autre. Donc ça va pas forcément vous enfermer dans un personnage type. Après, vous pouvez aussi prendre des libertés. Le but, comme je dis, ça c'est les blessures émotionnelles, c'est la théorie. La théorie c'est bien, mais après, on est tous des êtres humains différents et on fonctionne tous différemment, quoi. On peut avoir la même blessure et ne pas avoir le même tempérament, quoi. Même s'il y a des bases, mais voilà. C'est juste la base d'un être humain. Mais de toute façon, apparemment, on est là pour s'incarner sur Terre et expérimenter une blessure émotionnelle. Si on s'accroche à la théorie, à l'introduction du livre que je vous ai montré, quoi. mais ouais. Ouais, on est là pour en chier. Oui, tu peux le dire. Hein. On est là pour en chier, sinon c'est pas drôle. Bah, si tu suis de toute façon un peu les notions un peu spiritualité, même tout ce qui est un peu plus bouddhisme, karma et compagnie, on est là pour guérir des choses ou pour se faire pardonner des choses ou des choses comme ça. J'aimerais bien lire des livres aussi, et j'en vois pas beaucoup de livres qui parlent de ça. Autant je me suis un peu éloignée de la sphère un peu spi, parce que bon, il y a des dérives comme partout. Il y a des choses qui me parleront toujours, mais il y a des choses qui me parlent de moins en moins. J'ai même des tarots, des oracles, des cailloux, voilà. Mais vous voyez, les tarots et oracles, je pense qu'il y en a peut-être que je vais revendre sur Vinted, parce que il y en a que j'aime beaucoup et que j'ai envie de garder parce que c'est au-delà d'un objet un peu divination, spiritualité, tout ce que vous voulez. Moi, il y a le côté un peu objet œuvre d'art, parce qu'il y en a vraiment qui font des trucs sympas en termes de graphisme, de dessin sur les cartes, et moi c'est ça que j'aime dans les jeux de cartes aussi. Donc il y en a clairement que je garde parce que je les aime beaucoup, même si je m'en sers plus des masses. Mais il y a Réa qui vient aussi sur les lives, elle fait des tirages pour travailler son roman. Et je trouve ça méga intéressant, et je m'étais dit un jour, des fois quand je bloque sur un truc, je pourrais aussi tirer les cartes, et en fonction de des cartes que je tire, ça peut me donner des idées. Je trouve ça fun aussi pour l'écriture. Les mémoires générationnelles, c'est intéressant. Ouais, j'aborde certains trucs dans mon roman par rapport à ça. Enfin, des choses que la mère de Julia reproduit inconsciemment sur sa fille, quoi. Il y a des choses comme ça. Mais ouais, j'adore ça. Il y a, si t'as lu Du thé pour les fantômes de Chris Lukisevic, il y a le côté un peu mémoire transgénérationnelle, j'adore ça. Ouais, j'aime le spirituel. Ouais, moi aussi, il y a des choses qui me parleront toujours. Je me suis éloignée de certaines choses parce que, bon, voilà, quoi. Je pense qu'il y a à boire et à manger dans ces milieux. Mais il y a des choses qui font partie de moi aujourd'hui, quoi. Ah, je l'ai vu passer, mais pas lu. Je l'ai lu il y a quelques mois. J'ai beaucoup aimé La Plume.
Et ouais, il y a des choses intéressantes au niveau transgénérationnel aussi. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Mais ouais, j'espère que ça vous a été utile et que vous avez bien aimé. Que ça vous a appris des trucs. Et puis du coup, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Et à bientôt.